Bonjour à toutes et à tous, bonjour ou bonsoir d'ailleurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes les bienvenus dans Diasporama, cette série de visio-rencontres que vous propose le Soir d'Algérie, histoire de partir à la rencontre des Algériennes et des Algériens du monde pour faire connaissance et porter leur voix et leur message et ainsi faire le lien entre leur pays de résidence et leur terre d'origine, leur terre natale. Et c'est ainsi que nous allons aujourd'hui partir aux États-Unis, dans la ville de Portland, dans le Maine américain, pour retrouver Mariam Belkaïd. Bonjour. Bonjour Maya, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être Merci, là. merci d'avoir accepté notre invitation, Mariam Belkaïd. Alors, à Portland, dans le Maine, alors il y a deux Portland aux États-Unis. Hein, vous Oui, allez alors, tout de suite nous planter le décor. je pense même qu'il y en a plusieurs en fait, étant Ah donné le oui, nombre d'États, il y a beaucoup de doublons en fait de oui, villes. Et c'est vrai que là, il y a Portland qui est sur la côte est, donc Portland, Maine, oui. là où j'habite. Et puis, disons que le Portland qui a un peu plus de célébrité ou voilà, qui est un peu plus célèbre dans le monde, c'est Portland, Oregon, sur la côte ouest. Et puis ici, dans le Maine, un peu en plaisantant, les Mainois appellent Portland, Oregon, the other Portland. The Parce que, other. Oui. probablement les premiers à s'être appelés Portland. Alors, dans Portland, il y a Port, hein, c'est une ville Effectivement. portuaire. Alors, vous allez nous présenter un petit peu cette ville où vous êtes établi depuis quelque temps. Je vais quand même vous présenter et dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui, Mariam Belkaïd. Alors, vous êtes assistante professeure en études francophones à l'université de Baldwin College aux États-Unis. Vous avez étudié en France auparavant, à Sciences Po Paris, où vous avez passé un master sur le monde arabe. Vous avez soutenu une thèse également sur le roman policier contemporain à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous rédigez pas mal d'articles et d'ouvrages sur le cinéma maghrébin, la littérature maghrébine, francophone. Vous contribuez d'ailleurs dans plusieurs supports médiatiques pour ce qui est de ces sujets, comme les revues Lendemain, Fiction, North African Studies, Expression maghrébine, ou encore le site d'information algérien 24 heures Algérie. Vous êtes auteur ou autrice? Qu'est-ce que vous préférez qu'on dise? Peu Auteur importe, ou peu importe. autrice? Autant heureux. Oui. De pas mal de publications que vous postez d'ailleurs assez régulièrement ou au gré de votre inspiration, comme vous dites, dans votre blog qui porte votre nom, Mariam Belkaïd, et vous dites que vous publiez au gré de l'inspiration. D'accord? On verra combien de fois par semaine ou par mois vous êtes inspiré pour écrire. En tout cas, on va opter pour le mot auteur. Hein, je pense que phonétiquement, ça sonne de manière plus habituelle. D'accord? Et à l'écrit, ça prendra un E parce que nous sommes pour Absolument. l'écriture inclusive, déjà, toutes les deux, je pense, et Absolument, la absolument. pensée inclusive encore plus. D'accord? Alors, dites-nous, avant de parler de votre métier, donc de ce que vous enseignez actuellement au Baldwin College, parlez-nous un petit peu de cette ville qui est Portland, où vous êtes établi et pourquoi vous êtes établi là-bas d'ailleurs. Alors, oui, c'est une longue histoire. Alors, Portland, en effet, Alors, to make the long story short, voilà, exactement. on va la faire courte. On va la faire très courte. D'accord? Alors, Portland est donc, on va dire, plutôt la capitale symbolique du Maine. La capitale administrative, c'est Augusta, qui est une ville un peu plus au nord. C'est une ville c'est une ville moyenne, donc portuaire, qui a l'avantage d'avoir une scène, on va dire, gourmande. Donc, il y a beaucoup de restaurants de qualité. De C'est une ville homard, assez... j'ai vu. De Voilà, homard. absolument. C'est Mhm. la grande spécialité du Spécialité. Maine et notamment ce qu'on appelle les lobster rolls. Donc, c'est des sandwichs au homard avec des quantités très généreuses de homard. Et en fait, voilà, c'est une ville assez cosmopolite aussi, en tout cas
toute proportion gardée, hein. Ce n'est pas New York, ce n'est pas Paris, mais c'est quand même une ville assez diverse. Il y a beaucoup de communautés qui viennent du Rwanda, de Somalie, il y a quelques Irakiens, il y a des Syriens aussi qui sont installés à Portland. Donc, il y a tout de même, on va dire, un peu plus de diversité qu'il n'y en aurait dans d'autres villes du Maine qui est quand même un État assez rural. Et ce qui m'a amené ici, c'est l'université en fait, hein. Donc c'est le poste que j'ai choisi voilà que j'ai choisi en venant aux États-Unis, Mhm. qui est une université qui s'appelle Bowdoin College et qui se trouve à 40 minutes de Portland. Donc j'ai quand même un peu de conduite à faire pour aller au travail. Voilà. Oui, alors justement, parlez-nous de ce poste exactement que vous occupez au sein de cette université. Et à Oui, qui alors s'adresse-t-il et qui sont vos étudiants? oui, absolument. Alors, c'est ce qu'on appelle assistant professor. Donc, les grades aux États-Unis sont un petit peu différents de ceux en France. Disons que c'est l'équivalent de maître de conférence, sauf qu'aux États-Unis, on est maître de conférence officiellement après 6 ans, après 6 ans d'enseignement, où ensuite on est évalué. Donc, je suis voilà, sur le point de passer au grade suivant, qui est donc Associate Professor. Je suis dans le département de Romance, Languages and Literature et je suis plus précisément dans les Francophone Studies. Mhm. Et donc, c'est un département qui enseigne à la fois la langue française, donc avec ce qu'elle implique de connaissances en grammaire, etc., et aussi la littérature. Et on a choisi de s'appeler francophone parce que, en fait, voilà, c'est une section qui ne se limite pas à la littérature française, mais qui aborde et qui essaye de décentrer en fait la France et qui aborde justement les littératures maghrébines, algériennes, mais également haïtiennes, antillaises. Donc, on essaye de couvrir un maximum de littérature. Et donc, les étudiants qu'on a, ce sont des étudiants qui souvent sont intéressés par le français ou la langue française, comme peuvent l'être de jeunes étudiants de 18 ans aux États-Unis, et qui finissent par découvrir justement que cette langue-là, elle permet d'explorer différentes cultures, différentes littératures, différentes cinématographies. Et généralement, ce sont des étudiants qui prennent plaisir à cette découverte, justement, Oui, qui décentre la France, qui n'en fait plus forcément le centre. Voilà. oui. Il y a une communauté de vie algérienne ou maghrébine à Portland ou pas Euh, beaucoup? On n'en entend alors, pas pas vraiment beaucoup. parler. Je me souviens d'avoir croisé une fois à la mairie de Brunswick, donc là où se trouve mon université, une jeune Américaine qui, en voyant mon nom, a réagi parce qu'elle était mariée à un Marocain. Donc, on a discuté un petit peu. Mais au-delà de ça, je ne suis pas sûre qu'il y ait une grande communauté algérienne. Voilà, c'est... je Oui, n'irai pas jusqu'à dire que je suis la seule parce que je ne sais pas, mais en tout cas, je n'en ai pas croisé beaucoup. très bien. Alors, Mariam Belkaïd, donc, pour revenir un petit peu en arrière, vous êtes née et vous avez grandi à Alger, d'accord? Dans une famille où le père est algérien et mère tunisienne. Est-ce que vous Absolument. pouvez nous dire en quoi ces deux identités sont à la fois ressemblantes et différentes en même temps? C'est-à-dire ce qui vous a façonné de commun entre les deux identités et quand même avec les différences que vous, peut-être, vous pouvez nous dire. Alors, je pense que la force de cette double identité fait qu'en réalité, je me sens absolument chez moi, que ce soit à Alger ou à Tunis. J'ai une sorte de, je ne sais pas si c'est un effet caméléon, mais et j'irais jusqu'à dire même au Maroc voilà, que je connais pas aussi bien, mais où je me suis rendue plusieurs fois. Et je ne sais pas, il y a une sorte d'aisance qui me permet de me déplacer à la fois géographiquement, linguistiquement aussi. J'aime beaucoup essayer de parler les différents dialectes. Bon, je parle tunisien aussi, mais pas aussi bien que je ne parle l'algérien, donc je me fais un petit peu repérer parfois, mais je le fais avec grand plaisir. Et je pense que ce sont deux identités très réconciliées. Il y a des différences, évidemment, mais
je ne suis même pas sûre qu'on puisse les généraliser parce que voilà, c'est comme d'une région à une autre pour moi, hein. C'est comme si on se déplaçait d'une région à une autre avec des petites variations. Oui, d'accord. Alors, vous êtes parti, donc vous êtes né, vous avez grandi en Algérie, donc vous avez fait, je Mhm. pense, jusqu'au lycée. Vous êtes parti en France, Mhm. étudier les sciences politiques, donc à Sciences Po Paris. Vous avez fait également, comme j'ai dit tout à l'heure, des études littéraires. Mhm. Alors, en fait, ce sont des choix très tôt qu'on retrouve aujourd'hui dans votre travail en tant qu'enseignante, Mhm. chercheur, auteur, etc. C'est-à-dire la littérature et la Mhm. politique à travers la littérature ou la littérature de la politique et l'histoire, bien entendu. Et ça veut dire que très tôt, Mariam Belkaïd, vous saviez pertinemment pas où vous vouliez aller, c'est-à-dire pas à Bodwin College forcément dès le départ à 18 ans, mais enfin, tout vous a guidé vers là. Hein. Comment vous avez su très tôt ce que vous Mhm. vouliez faire et les chemins que vous vouliez emprunter, à savoir C'est les une, sciences politiques et la littérature. c'est une bonne question. Alors, en réalité, les sciences politiques, c'est venu après, hein. J'ai fait un master en sciences politiques, donc j'avais, je crois, autour de 25 ans à l'époque. Mais avant ça, j'ai fait la littérature. Et en fait, je ne pense pas que je savais exactement quel parcours j'allais accomplir, mais j'ai eu une certitude assez tôt, c'est celle de la littérature, mais que j'ai exprimée voilà, en des termes presque d'adolescente, c'est-à-dire que j'aimais la littérature. Je pense s'il y a bien un point stable dans mon existence ou une certitude, c'est voilà, cet amour de la littérature que j'ai ressenti très tôt. Et en fait, j'ai fait des choix autour de ça. Et je pense que c'était des choix qui n'étaient pas du tout fondés sur une carrière. Je crois que je n'avais pas du tout l'idée de ce que là où ça pouvait m'amener. Et donc, que ce soit au lycée, et puis ensuite, en arrivant en France, j'ai choisi d'étudier la littérature et je n'ai fait qu'en fait que suivre cette inclination qui, en réalité, petit à petit, en effet, s'est précisée puisque je me suis rendu compte que ce qui m'importait aussi dans la littérature, c'était la manière dont elle représentait le monde, c'était la manière dont elle interrogeait le monde. Et je suis de celles et de ceux qui pensent que même si j'ai fait des sciences politiques et que je respecte beaucoup les sciences humaines et que je trouve ça très utile, je trouve que la littérature a une force de compréhension du monde qui est voilà, presque inégalée, incomparable. Donc voilà, c'est ce C'était qui qui explique. les auteurs que vous adoriez à cette époque? Alors, à Alger, j'ai des souvenirs très clairs de lecture, en fait, hein, puisque c'est très. Je passais beaucoup de temps à lire. Alors, après les premières lectures, on va dire, de jeunesse, la Bibliothèque rose, verte, parce que je lisais essentiellement en français, même si je lisais aussi en arabe de temps à autre. Mais disons que le premier roman d'adulte que j'ai lu, c'est un roman de Malek Haddad, c'est Le quai aux fleurs ne répond plus, qui a été pour moi voilà, un véritable bouleversement. Et donc, évidemment, j'ai ensuite lu beaucoup d'ouvrages de Malek Haddad par la suite. Et puis, pendant mon adolescence, je pense que je lisais un peu de tout. J'ai des souvenirs comme ça d'une après-midi où j'ai dévoré la symphonie pastorale de Gide. Et je sais très bien, j'étais dans ma chambre, il y avait du soleil, comme souvent à Alger. Et donc, ça pouvait aller. Je me souviens aussi de Gatsby, le magnifique, de Fitzgerald, que j'avais beaucoup aimé. Et puis, voilà, des lectures un peu plus hésitantes, où je lisais, mais sans très bien comprendre, en me disant peut-être que je relirai plus tard. Et puis aussi, je dois l'avouer, je suis une lectrice assez je ne suis pas un très bon exemple pour les étudiants, parce que quand j'aime pas, je ne finis pas. Oui, Et donc, je suis un peu comme vous. Oui, sauf si on est et donc, obligé voilà, alors pour le c'est parfois travail. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais, parfois c'est un peu ouais. problématique, parce que c'est quand même ma spécialité, mais c'est vrai que parfois, voilà, il y a des auteurs que je lisais moins parce que j'étais pas emportée ou parce que ça me parlait moins. Donc, mais Oui, j'imagine que pour les films, c'est pareil, hein, on reviendra au cinéma tout à l'heure. C'est où ça plaît ou ça plaît pas, hein, il n'y a pas d'effort à faire. c'est vrai. J'imagine dans une œuvre artistique, dans une création artistique Mm, ou mm, dans quelconque œuvre. Alors,
Vous êtes assez présente sur la toile, j'ai envie de dire, Mariam Belkaïd, Mhm. à travers les réseaux sociaux, à travers les sites d'information auxquels vous collaborez. Et puis, je suis tombée un jour sur un post de vous Mhm. annonçant donc votre contribution à un ouvrage collectif qui traite des accords d'Évian, hein, en ce 60e anniversaire des accords d'Évian qui ont acté le cessez-le-feu, la fin de la guerre. Donc, vous contribuez aujourd'hui à une publication dans un ouvrage collectif. Le titre, c'est 60 ans après les accords d'Évian, regard croisé. Cet ouvrage, je ne sais s'il est sorti, publié Je ou pense pas qu'il est sorti, encore. oui. Oui, oui, tout à fait. J'aimerais que vous nous le présentiez avant de parler un petit peu de l'article, du sujet de votre contribution, France-Algérie, la guerre des mémoires n'aura pas lieu, que j'ai eu le plaisir de lire et dont on pourra parler dans quelques instants. Peut-être nous présenter cet ouvrage et qui en est à l'origine et qui sont peut-être les auteurs. Tout à fait. Alors, c'est un ouvrage qui est dirigé par Hasni Abidi, qui est politologue algérien qui vit à Genève, et puis Sarah Dekish, qui est aussi, qui est, je crois, présidente d'une association en Suisse qui œuvre au travail de mémoire et aux réconciliations des mémoires, il me semble. Et cet ouvrage accompagne en fait un colloque qui va avoir lieu en Suisse les 19 et 20 mars autour justement du 60e anniversaire des accords d'Évian. Donc il y a plusieurs contributions sur cette idée, voilà, 60 ans après les accords, 60 ans après l'indépendance, où en sommes-nous de ce récit de la guerre d'indépendance algérienne. Comment ce récit s'est-il construit? Comment continue-t-il à se construire et que reste-t-il à faire? Très bien. Alors, votre contribution s'intitule, comme je l'ai dit tout à l'heure, France-Algérie, la guerre des mémoires n'aura pas lieu. Vous commencez d'ailleurs par raconter une belle anecdote en rapport avec l'artiste peintre Mohamed Issiakham, que je vous laisse raconter et nous dire pourquoi vous avez choisi cette anecdote pour commencer votre article. Alors, c'est à travers le travail d'une artiste algérienne, donc Amina Menia, qui a justement, qui se trouvait à Alger lors du 50e anniversaire et qui a vu voilà, cette sculpture de Mohamed Issiakham qui avait été construite pour couvrir une sculpture voilà, qui avait été construite au temps de la colonisation hein, en hommage aux morts pendant la Première Guerre mondiale. Et on avait demandé à Mohamed Issiakham de remplacer cette sculpture des temps coloniaux. Et Mohamed Issiakham avait pris la décision non pas de la remplacer ni de la détruire, mais de la recouvrir Oui. d'une certaine manière, en prenant la décision que la responsabilité, que le choix ne lui revenait pas. La décision de que faire de cette sculpture, de ce signe des temps passés. Et ça m'a semblé assez intéressant comme image parce qu'en fait, au moment du 50e anniversaire de l'indépendance, donc il y a 10 ans, il y a eu une fissure dans la sculpture de Mohamed Issiakham, comme si voilà, le destin se mêlait de nous dire, bon, il est temps maintenant d'essayer de prendre des décisions ou peut-être de faire des choix ou de faire face à ce passé. Donc j'ai trouvé ça assez parlant Oui. comme moment. Voilà. Et pourtant, lui-même, victime, hein, entre guillemets, de cette guerre, puisqu'il en a perdu son bras. On connaît l'histoire que lui et sa sœur avaient marché dans un champ où il y avait des mines. Mhm. Donc, une mine avait explosé sur leur passage, où il a donc perdu son bras à jamais, à jamais. Mhm. Donc, lui-même, quand même, profondément touché, comme tous les Algériens, mais en même temps dans sa propre chair. Donc, c'est fort quand même en symbole et en Mhm. enseignement, cet exemple euh, qu'on retrouve à la fin pour boucler la boucle de l'article. Alors, vous dites à un moment, vous utilisez plein d'expressions, vous dites concurrence mémorielle, mémoire dangereuse, incendie de la mémoire, guerre des mémoires, champ de bataille, mémoriel, sont autant d'expressions aux connotations guerrières qui qualifient souvent les enjeux et les débats mémoriels liés à la guerre d'indépendance algérienne.
Donc, il y a de vrais problèmes litigieux entre les deux pays, donc vous le dites, les harkis, les archives, les disparus, etc. Mais en même temps, il ne faut pas s'attarder à une certaine guéguerre politique à laquelle se livrent ces deux pays, mais plutôt avancer ensemble et continuer à écrire l'histoire ensemble. Mhm. Pourquoi vous reprenez ces expressions-là que j'ai citées au début pour montrer que que ces expressions ont une connotation guerrière, mais c'était la guerre pourtant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai repris cette série d'expressions que généralement je n'utilise pas moi-même, hein. C'était simplement Oui, pour donner un petit peu une idée de la manière dont on qualifie les mémoires. Et donc, on utilise souvent des expressions belliqueuses qui donnent l'impression que le conflit se perpétue en réalité, qu'il n'y a pas et donc qu'il n'y a pas de réconciliation. Et ça m'a toujours frappée et je me suis toujours interrogée en fait sur la pertinence d'une telle qualification. Parce que je pense qu'en réalité, même s'il y a encore des points contentieux très importants entre l'Algérie et la France, vous les avez cités, donc les harkis, la question des archives, etc., il me semble tout de même qu'il y a aussi une surmédiatisation à certains moments voilà, un peu spectaculaire, parce qu'on est dans une société du spectacle aussi, hein, un peu spectaculaire, où on a l'impression qu'entre l'Algérie et la France, la guerre se poursuit. Or, il me semble qu'en réalité, il y a, même s'il y a encore des points à explorer, il n'y a rien de très original au fait que après un conflit entre un vainqueur et un perdant, peu importe hein, comment on les qualifie, qu'il y ait des divergences mémorielles ou des récits différents ou des mises en récits différents. Ça me semble, pour moi en tout cas de ce que j'ai pu étudier, ça me semble assez surprenant de trouver ça comme incroyable. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est non pas dire qu'il fallait qu'il y ait forcément un travail d'écriture en commun, mais mhm. qu'il y a Vous encore dites un... d'ailleurs que les intérêts sont différents, donc il ne peut pas y avoir une écriture commune. Ça me Oui, semble assez illusoire, ou en tout cas, et je ne suis pas sûre d'ailleurs que ça soit pertinent, il me semble au contraire important que chaque société essaye de faire face aux zones de silence qui se sont imposées à travers le temps. Et donc fasse non pas forcément un travail de mémoire, mais un travail d'histoire. oui, C'est-à-dire, un peu comme le disait, comme il nous y invite Mohamed Issiakham, dont on parlait tout à l'heure, de regarder cette histoire, d'essayer de la déconstruire, d'en voir ce qui a été omis, ce qui a été caché, ce qui peut être un tabou peut-être au sens fort, c'est-à-dire ce qui n'est même pas formulé, hein, pas seulement ce qu'on n'ose pas dire. Et je pense que chaque société a des défis. Donc la société française a ses propres défis et la société algérienne a ses propres défis dans cette mise en récit. Et donc c'est ce que j'ai essayé de convier à travers cet article, oui, en oui. rappelant voilà, les étapes de la mise en récit pour chaque pays. Très bien. Et vous dites justement que le travail d'écriture de l'histoire ne doit pas aboutir forcément à des récits qui se recoupent, car les intérêts sont divergents. Et vous qualifiez les historiens, j'aime bien les historiens français de révisionnistes et les historiens algériens d'ultra nationalistes. Donc, En c'est vrai fait, qu'il y a oui, cette image de camper sur des positions, de ne pas vouloir passer à autre chose, quoi. alors, en fait, ce que je Mm. dis, je ne dis pas que les historiens français sont révisionnistes et les historiens. Ce que je dis, c'est qu'en réalité, dans le champ historique, même l'histoire, on ne peut pas non plus en attendre trop, parce que même dans le champ de la construction de l'histoire, on aura toujours des historiens révisionnistes, des historiens ultra-nationalistes. Et donc, cette idée, en fait, on peut attendre de l'histoire beaucoup, mais on ne peut pas tout attendre non plus des historiens. Donc, je ne dis pas Ouais, qu'ils le ouais. sont tous, hein, Oui, mais très bien. Vous faites bien, vous faites bien de le préciser. voilà, voilà. Très bien. Alors, nous allons passer à une autre de vos passions, parce que vous en avez plusieurs. Donc, mais vous avez parlé de littérature, d'histoire. Nous allons parler de cinéma, de Mhm, cinéma et de films documentaires plus précisément, parce mhm. que c'est ce genre qui vous intéresse beaucoup, en tout cas dans le cadre de votre travail.
Et j'aimerais que vous nous disiez de quelle manière est-ce que le film documentaire a servi l'histoire et peut servir encore l'histoire? Oui, alors c'est merci pour cette question. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis donc maintenant quelques années, parce que en fait, pour en revenir sur la généalogie, j'ai constaté, comme beaucoup, hein, ça n'a rien d'exceptionnel, que ces dernières années, la production documentaire algérienne, mais aussi tunisienne et marocaine, connaissait non pas un renouveau, mais vraiment une sorte de moment assez important où il y a plusieurs documentaires qui sont produits et qui me semblent très pertinents, de grande qualité, avec des sensibilités différentes. Et donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi, depuis le début des années 2000, la forme documentaire voilà, reprend un peu du poil de la Mmh. bête dans le Oui. cinéma maghrébin. Pourquoi? Et Pourquoi justement? alors j'ai plusieurs hypothèses, j'essaye de formuler plusieurs hypothèses. Il me semble que d'abord, faire des documentaires, ça coûte moins d'argent. Et donc, c'est vrai qu'on est quand même dans une industrie cinématographique dans laquelle les défis financiers sont très importants, hein. Monter un film, ça coûte de l'argent. Trouver des producteurs, c'est parfois difficile. On a voilà, un cinéma, par exemple, en Algérie où être financé, c'est très compliqué. Et donc, c'est vrai que la forme documentaire permet en fait d'être créatif sans nécessiter trop de moyens. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là. Il y a évidemment les changements technologiques qui font que voilà, et c'est vrai que le documentaire change, plus c'est facile de filmer, plus en fait il est simple de faire des documentaires. Mais je pense Mmh. il y a une raison, selon moi, un peu plus profonde, qui est aussi liée au changement politique. Je pense que la forme documentaire est une forme qui est liée à la forme, au régime démocratique, c'est-à-dire qu'il y a dans le documentaire la nécessité d'être libre de filmer ce que l'on veut. Et je pense que la Mmh. région, depuis les années 2000, pour différentes raisons, connaît des changements en profondeur, parfois qui apparaissent de manière plus claire, hein, avec des révolutions ou on va dire des mouvements révolutionnaires. Et je pense que le documentaire est une expression de ces changements, ou peut-être permet aussi d'enregistrer ces changements. Je pense que ça va à double sens. Je pense qu'il y contribue Mmh. parce qu'il permet d'introduire des discours différents, des discours dominants, notamment des discours officiels ou médiatiques. Et aussi, il enregistre ces changements parce que, étant proche du réel, il permet de montrer comment la société est en train de changer, ou quels sont les défis auxquels la société que la société doit surmonter. Vous parlez plutôt du documentaire journalistique, type Alors, je enquête parle documentaire plus, ou ouais. fiction? Ou Alors, les je 2? parle plus de ce que j'appelle Est-ce des que vous avez des documentaires exemples? de création. Oui. Donc, c'est-à-dire des documentaires qui sont destinés au cinéma, et davantage que des documentaires journalistiques. Donc, je pense par exemple au travail de Malek Ben Smaïl en Algérie, de Habiba Jahnin, des documentaires de Hassan Farhani, Jamel Karkar. Euh, en Tunisie, il y a le travail de Alaaddin Slim qui, avant de faire de la fiction, a réalisé un documentaire qui s'appelle Babylone, à Hamza Awini, qui a travaillé aussi Mmh. en Tunisie, à Hind Ben Sari au Maroc. Donc, il y a vraiment un nombre assez important dans une production cinématographique qui n'est pas toujours très prolifique, hein, dans les pays du Maghreb. C'est difficile de faire des films. Et quand on voit le nombre de documentaires dans cette production déjà un peu limitée, il me semble qu'il est en train de se passer quelque chose. Oui, oui, et vous dites d'ailleurs que c'est une génération qui veut un petit peu se débarrasser du discours, histoire passée, qui veulent écrire, raconter leur propre histoire actuelle, Tout à fait. Mhm. même s'il n'y a pas vraiment d'écosystème, encourageant à la création cinématographique ou même du genre documentaire. Mais il y a une génération quand même on en parlait dans une précédente émission avec Khadija Benouataf, Mhm. qui est dans le documentaire d'impact et qui Mhm. justement parle de l'avenir de ce genre documentaire qui aujourd'hui arrive à trouver des financements en dehors des circuits habituels, c'est-à-dire que des bailleurs de fonds institutionnels ou ONG ou autres prennent conscience de la valeur du genre
documentaires et le soutiennent. Donc, je pense que ça a favorisé également l'émergence de cette génération de cinéastes, de documentaristes, à porter ce genre de documentaire qui est vraiment qui est le genre qu'il faut, hein, pour exprimer ses idées de manière même directe par Oui, rapport au film. alors exprimer ses idées, mais aussi montrer la vie, parce qu'en fait, je pense que ce sont des sociétés qui ont été victimes d'un discours parfois extrêmement contrôlé, hein, par les États, par des régimes autoritaires. Et donc, ce qui nous manque aussi, c'est non pas ces questions un peu compliquées de qui nous sommes, mais en fait, comment vivons-nous? Mmh. Voilà, comment vivons-nous, voilà, quel est le quotidien des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, et surtout de montrer en fait le réel tel qu'il se déploie et tel qu'il est aussi à la fois le réel dans la marge, mais aussi dans sa beauté. C'est-à-dire il y a aussi un choix esthétique de montrer que ces sociétés-là sont aussi dans la beauté. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup, par exemple, beaucoup des documentaires sur lesquels je travaille n'utilisent pas de voix off. Il n'y a pas de narration qui vous explique. Parce que je pense qu'on nous a beaucoup expliqué de choses, qu'on nous a beaucoup imposé des discours et des récits, et que je pense que les réalisateurs n'ont plus envie, justement, d'être dans ce travail didactique, de dire voilà comment vous devez penser. Et en fait, plutôt Mmh. que de dire de manière explicite voilà comment vous devez penser, ils montrent. Ils montrent et ils s'immergent dans des milieux, parmi, alors je pense à Hassan Farhani qui va dans les abattoirs d'Alger, je pense à Hamza Awini qui montre des travailleurs qui récoltent le blé et qui le vendent en Tunisie, je pense à Hind Ben Saleh qui filme pendant plusieurs mois un champion olympique paralympique qui revient du Maroc avec une médaille d'or un peu comme ça, comme un héros, mais qui en réalité a eu beaucoup de difficultés à s'entraîner. Et donc, en montrant ces parcours, en s'immergeant dans ces parcours, je pense que ces documentaristes nous montrent ce que parfois on ne voit pas, ou même ce que en réalité on ne voit jamais quand on parle de nos sociétés. Oui. Comment vous arrivez à vous tenir, au courant de toute cette production cinématographique, maghrébine? Je suis sûre que la plupart des Maghrébins eux-mêmes, heu, ne les ont pas vus ou n'en ont même pas eu vent, à moins de lire, dans les médias ce qui se fait, ce qui passe, ce qui est primé dans les festivals ci et là, parce que fort heureusement, beaucoup sont primés. Oui. Mais quant à voir, à visionner ces documentaires, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Oui, c'est compliqué. Alors, Ça revient au marché de la distribution du tout à documentaire. fait. Et ça, Ouais. c'est vraiment le grand défi, c'est-à-dire que toutes ces productions ne circulent pas beaucoup et notamment ne sont pas distribuées. Il y a des projections parfois une fois seulement Oui. dans le pays d'origine, dans le cadre d'un festival, mais les films ne sortent pas en salle, ils ne sont pas forcément diffusés à la télé. Parce que le genre documentaire est aussi un genre qui n'attire pas forcément Mmh. des investissements de Restent la. les plateformes numériques. Mais Alors, il reste les plateformes numériques et je pense ouais. que ce serait bien qu'on songe à avoir une plateforme numérique pour les Mmh. films algériens. Je sais qu'il y a des gens qui y songent et Mmh. je pense que ce Mmh. serait une très bonne chose. Et c'est vraiment dommage. Alors, moi, comment je fais c'est un peu compliqué. Alors, disons que j'ai appris avec le temps à ne pas hésiter à contacter les réalisateurs en expliquant que voilà, je travaille, que c'est mon travail universitaire d'analyse et donc généralement, je trouve des moyens pour voir les films avec des liens momentanés, en tout cas temporaires. Mmh. Et puis, alors, depuis quelques temps, je suis assez heureuse, je fais partie du comité de programmation du Festival de films arabes de San Francisco. Et donc, Bravo. à travers voilà, cette casquette, ça me permet, en fait, puisque je fais partie des personnes qui sélectionnent les films, ça me permet de voir une série de films chaque année pendant Oui. la période de sélection. Et puis bon, voilà, il y a les DVD. J'avoue aussi que les universités américaines ont un système de bibliothèque assez performant
Et donc, voilà, je commande un maximum de films, en tout cas quand ils existent en DVD. Voilà, mais c'est du bricolage et je pense qu'en effet, ça serait un des défis importants des prochaines années, comment rendre ces films accessibles à tous, parce que je pense qu'il y a véritablement une soif, hein, une envie hein, des spectateurs de les voir. Oui, et puis pour le cinéaste lui-même d'atteindre sa cible, c'est-à-dire Absolument, son public, un public pour lequel il s'adresse. absolument. Alors, Meline Belkaïd, nous allons revenir un petit peu au côté personnel. Hein. Vous savez, dans Diasporama, on fait connaissance avec nos invités, tant sur le plan professionnel que personnel. En peu de temps, c'est vrai, mais bon, il faut dire un maximum de choses, un minimum de temps. J'aimerais connaître vos goûts culinaires, vos goûts musicaux. Bon, littérature et film, on voit à peu près. Ouais. Mais, mais, mais si vous n'êtes pas allé au bout de vos goûts cinématographiques et littéraires, c'est le moment d'en parler. Mais Ok. déjà, vos goûts culinaires et musicaux, qu'est-ce que vous avez Alors, dit? alors les goûts culinaires, ça va être, on va créer un casus belli, là. On va créer des problèmes diplomatiques parce que, bon, alors voilà, le fait est que, ayant une mère tunisienne, j'avoue que j'ai tout de même une sorte voilà, d'affection particulière pour la cuisine Eh bien, tunisienne. mais bien sûr, c'est normal. Et donc, non, mais Ben je oui, plaisantais parce que c'est vraiment un sujet de plaisanterie avec les amis. oui, Généralement, la oui, cuisine, oui. c'est tellement Non, mais la cuisine tunisienne est très, très bonne. Moi, j'adore aussi. Et Voilà. donc, et je pense que si je devais aller sur une île déserte, il y a deux choses que je prendrais. Ça serait la marqat khadra, qui est donc un plat avec des épinards, une sauce d'épinards que j'aime beaucoup. Et puis la asida tunisienne, donc c'est cette crème, vous savez, avec le sgougou, Mhm. qui est pour moi, je pense, un des mets du paradis. Eh ben oui. Après, je suis assez éclectique. J'aime beaucoup essayer. Je suis assez curieuse en Oui. termes culinaires. J'ai eu la chance d'aller au Japon et donc voilà, j'aime beaucoup la cuisine japonaise, asiatique, donc thaï, un peu moins chinoise parce que je pense qu'il y a quelque chose qui me perturbe Qui un vous petit peu. échappe. Non, 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 je pense que c'est Ah. vraiment des sensibilités. Et puis, voilà. Mais je suis assez curieuse. Voilà, je Oui, sais et pas si... puis vous êtes dans la ville du homard, donc Ah oui, oui. Alors ce qui est très bien j'imagine. ce qui est très bien dans Ouais, le Maine, c'est que tout est, voilà, il y a beaucoup de poissons. Et donc, ouais. pour moi qui ai grandi en bord de mer, Oui, c'est une consolation, hein, parce que ça me oui, permet de supporter l'exil, parce qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de poissons, et donc je pense qu'on ne peut jamais se tromper quand on mange du poisson. oui, oui, oui. C'est Voilà. c'est la bonne conscience. En plus, surtout quand on aime le poisson, ça nous donne bonne conscience parce que tout est bon dans le poisson en Exactement, général, sauf s'il exactement. vient de mer ou de régions polluées Voilà, par les les mercures ou d'élevage. quoi que ce Ouais, soit. ouais. Là, ça pose problème, mais bon, Mm. c'est un autre problème. Alors, en musique, qu'est-ce que vous écoutez, Alors, Marie en Belkhaïd? musique, c'est assez éclectique aussi. Éclectique aussi, oui. Ouais, je pense que c'est très difficile comme question. Je pense que ça dépend des humeurs, ça dépend des moments. Donc, je peux passer de musique électronique à la chanson française, à Cheikh El Imam, voilà, j'ai pas de, voilà, un peu de rock aussi. J'aime beaucoup le shabi. Je suis pas, le rail n'est pas ce que je préfère, donc voilà, mais j'ai quand même aussi quelques albums de rail que j'aime beaucoup, notamment celui de Raina Rai. Ouais. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit peu éclectique et je pense que ça dépend de l'humeur et du Oui, moment. oui. Alors, je sais que vous êtes vous suivez de très près l'actualité dans les pays du Maghreb notamment, j'imagine du monde aussi, puisque vous écrivez beaucoup sur des thèmes de société aussi dans votre blog. J'aimerais savoir de quelle manière vous informez sur ce qui se passe en Algérie ou en Tunisie, mis à part les sites d'information. Est-ce que vous êtes très connecté aux réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des influenceurs que vous suivez, que vous trouvez véritables porteurs d'informations, par exemple? Comment vous consommez les réseaux sociaux? Alors, c'est vrai qu'au moment où, parce que moi je suis d'une génération, je suis plutôt Facebook et Twitter, et donc bon, peut-être ce qui est arrivé après,
je suis un peu Oui. un peu moins réceptive. Je pense que c'est une question générationnelle. Et Mhm. c'est vrai que pour moi, les réseaux sociaux au départ étaient un moyen de rester en contact avec mes amis. Mhm. J'y avais pas du tout vu cet aspect information, notamment avec mes amis d'enfance à Alger ou les amis que j'ai en Tunisie. Et donc, et puis c'est vrai que petit à petit, c'est devenu une source d'information, mais que je prends avec beaucoup de précaution parce que je suis pas toujours très convaincue de la manière dont les informations circulent, ce qui est sélectionné comme étant digne ou pertinent à commenter. Donc, j'essaye toujours d'avoir voilà, une relation, on va dire, saine, aussi saine que possible avec les réseaux sociaux. La manière dont je m'informe, je pense que je suis encore très classique. Hein, Twitter est une bonne source d'information, voilà, parce que je suis des journalistes, des ONG aussi qui me permettent d'avoir des infos. Mais sinon, voilà, je lis la presse. Hein. Moi, je suis très old school, comme on dit. Donc, j'essaye de consacrer quelques minutes à la lecture de la presse électronique. Voilà, je ne vais pas dire de manière quotidienne, mais au moins hebdomadaire. Oui. Mm. Une dernière question peut-être, Mariam Belkhaïd. Le jour du départ, le jour du grand départ, lorsque vous avez quitté l'Algérie pour la Mhm. France, Mhm. qu'avez-vous emporté dans vos valises? Quel objet précieux avez-vous emporté dans vos valises que vous avez encore peut-être aujourd'hui ou pas, mais quel objet précieux auquel vous teniez à l'époque avez-vous emporté? Alors, je pense que c'est des livres. Je pense que ce que j'ai emporté de voyage en voyage, donc que ce soit en partant d'Alger, puis ensuite en partant de France, enfin, c'est toujours des livres. Oui, Et donc, je pense que de cette époque-là, de mes 18 ans, ce qui me reste en termes matériels, c'est quelques livres. oui. Voilà. Oui, ben oui, c'est ça. Et il y en a que vous avez encore aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Ouais, 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 ouais. ouais. Alors, Donc, on fait tous les j'en ai cité déménagements. quelques-uns, le Malek Haddad, le Gatsby aussi, à Colette, un que j'avais lu, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé, donc je l'ai pris avec moi. Voilà, quelques livres. Après, il y a aussi des objets que j'ai pris par la suite. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, quand on part à 18 ans, on part surtout avec une valise pleine d'illusions et aussi je sais pas, de naïveté ou voilà, la jeunesse, quoi. Et oui, donc, je pense que je n'avais pas beaucoup réfléchi, à part au fait que je voulais étudier la littérature. Voilà, je crois que mon seul projet clair, c'était ça. Et donc, je crois que mais je ne me rendais pas compte de ce que ça allait constituer peut-être comme souffrance ou nostalgie ou déchirement, en fait, hein, qui s'est exprimé plus tard. Et oui. c'est après que j'ai commencé à avoir une sorte de, voilà, j'ai de la vaisselle de Nebel que je prends avec moi, donc ça m'accompagne pendant mon petit déjeuner. J'ai des bibelots, des portes, Oui. une petite porte de Les Tunis, poissons de voilà, Tunisie. voilà, Oui, une rose des sables, enfin voilà, des choses qui sont ouais. un peu partout chez Chez moi vous, dans votre et quotidien, voilà, ouais, et qui qui vous m'accompagnent. entoure. Voilà, Ouais. tout à fait. Mais ça, c'est venu après. Oui, 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 voilà. En tout cas, Mariam Belkhaïd, je vous remercie Merci à d'avoir vous. été des nôtres aujourd'hui à partir de Portland, the other Portland, donc du Maine, des États-Unis. Je rappelle que vous êtes enseignante à l'université au Baldwin College, donc à Portland. Que vous êtes auteur également de plusieurs publications sur la littérature maghrébine, le cinéma maghrébin, qui sont vos thèmes d'études, de recherche et d'écriture. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera bientôt sur d'autres plateformes. Vous avez un blog que j'invite nos amis à visiter. Donc, Merci. un blog qui porte votre nom, Mariam Belkhaïd, donc .com, et où on peut retrouver tous vos publications, vos écrits dans différents domaines. Et puis, on peut voir et suivre cette émission et la revoir surtout sur toutes les plateformes digitales du Soir d'Algérie, les réseaux sociaux, le site web et la chaîne YouTube, bien entendu. Merci d'avoir été des nôtres, Mariam Merci. Belkhaïd, à partir Merci des à vous. États-Unis. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.